Il est absolument indispensable pour la paix et la sécurité de l'humanité qu'on ne trouble pas certains recoins obscurs et morts, certaines profondeurs insondées de la terre, de peur que les monstres endormis ne s'éveillent à une nouvelle vie. Bonjour. C'est sur cette citation de Lovecraft, extraite du roman Les montagnes hallucinées, paru en 1936 dans le magazine Astounding Stories, que je débute ce programme dédié à l'auteur. Je vous raconte aujourd'hui 2 nouvelles d'Howard Phillips Lovecraft, créateur du mythe de Cthulhu, mort en 1937 mais plus contemporain que jamais. Voici successivement Le Déterré, écrit en collaboration avec Duane W. Rimmel en 1935 et publié en 1937, puis Le Bateau Blanc, 1919. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Je me réveillai brutalement d'un horrible cauchemar et fixai un regard affolé sur ce qui m'entourait. Puis, à la vue du haut plafond voûté et des étroits vitraux de la chambre de mon ami, un flot de révélations troublantes m'envahit et je sus que toutes les espérances d'Andrews s'étaient réalisées. J'étais étendu dans un grand lit dont les colonnes s'élançaient vers le haut dans une perspective vertigineuse, tandis que, sur les immenses rayonnages qui couvraient les murs de la chambre, reposaient les antiquités et les livres familiers que j'avais toujours vus dans ce coin retiré du vieux manoir croulant où nous avions élu domicile ensemble voilà plusieurs années. Sur une table près du mur trônait un énorme chandelier de facture et de forme très ancienne, et les rideaux légers que j'avais connus avaient été remplacés par d'épaisses tentures noires qui prenaient un faible éclat fantomatique dans la lumière finissante. Je me rappelais avec effort les événements qui avaient précédé ma retraite forcée dans cette véritable forteresse médiévale. Il n'était pas agréable, et un nouveau frisson me parcourut au souvenir de la couche où j'avais reposé avant celle-ci. La couche que tout le monde avait cru être ma dernière. Les souvenirs cuisants s'attisèrent. D'atroces circonstances m'avaient obligé à choisir entre une mort réelle et une mort hypothétique, suivie d'une réanimation à l'aide de méthodes connues seulement de mon ami Marshall Andrews. Tout avait commencé à mon retour d'Orient, une année auparavant. J'avais alors découvert avec horreur que j'avais contracté la lèpre au cours de mon séjour à l'étranger. J'avais été conscient de prendre de grands risques en soignant mon frère atteint de ce mal aux Philippines, mais aucun signe de contamination n'était apparu avant mon retour chez moi. C'est Andrews qui en avait fait la découverte et me l'avait caché le plus longtemps possible, mais comme nous étions très liés, l'affreuse vérité m'était bientôt apparue. Aussitôt, je fus cantonné dans notre vieille demeure au sommet des rochers escarpés surplombant la ville décrépite de Hampton, demeure
dont je n'étais jamais autorisé à franchir les couloirs moisis et les étranges portes voûtées. C'était une horrible existence, avec cette ombre jaune constamment suspendue au-dessus de moi. Pourtant, mon ami me resta toujours fidèle, prenant soin de ne pas contracter la terrifiante maladie, tout en me rendant la vie aussi agréable et confortable que possible. Sa célébrité de chirurgien, très grande bien que quelque peu sinistre, empêcha toute autorité de découvrir mon mal et de m'exiler. C'est au bout de presque 1 an de cette retraite, fin août, qu'Andrews décida de partir aux Antilles pour y étudier les méthodes médicales autochtones, me dit-il. Je fus laissé aux soins du vénérable Sims, le majordome. Jusque-là, aucun signe extérieur de la maladie ne s'était développé, et je jouis d'une existence tolérable, bien que presque entièrement solitaire, durant l'absence de mon collègue. C'est pendant cette période que je lus plusieurs des volumes qu'Andrews avait acquis au cours de ses 20 années de pratique chirurgicale et que j'appris pourquoi sa réputation, bien que localement très haute, était légèrement trouble. Car ces livres traitaient, entre autres, d'innombrables sujets hors du commun, n'ayant qu'un rapport très lointain avec les connaissances médicales modernes, des traités et des articles apocryphes sur des expériences chirurgicales monstrueuses, des comptes rendus sur les effets étranges de la transplantation glandulaire et du rajeunissement chez l'animal comme chez l'homme, des brochures sur des essais de greffe de cerveau et d'autres innombrables spéculations fanatiques non sanctionnées par les médecins orthodoxes. Il apparaissait aussi qu'Andrews était une autorité en matière de médicaments obscurs. Quelques-uns des livres que je parcourus avec difficulté relevaient en effet qu'il avait passé beaucoup de temps à étudier la chimie et à rechercher de nouvelles drogues pouvant être utilisées en chirurgie. Lorsque j'y pense maintenant, ces mémoires m'apparaissent infernalement suggestifs à la lumière des expériences que fit mon ami par la suite. Andrews fut absent plus longtemps que je ne m'y étais attendu. Il ne revint qu'au début novembre, presque 4 mois plus tard. Et lorsqu'il arriva enfin, j'étais très impatient de le voir, car mon état était enfin sur le point de devenir apparent. J'avais atteint un stade où je devais rechercher une totale isolation pour éviter d'être découvert. Mais mon impatience n'était rien comparée à son exubérance au sujet d'un certain nouveau projet qu'il avait formé pendant son séjour aux Antilles, un projet qui devait être réalisé à l'aide d'une curieuse drogue dont il avait appris l'existence par un médecin indigène d'Haïti. Lorsqu'il m'expliqua que son idée me concernait, je m'alarmai quelque peu, bien que, dans mon cas, il eût été difficile d'aggraver mon malheur. J'avais même été tenté plus d'une fois de mettre fin à mes tourments d'un coup de revolver ou en sautant dans le vide du haut du toit vers les rochers déchiquetés qu'il surplombait. Le lendemain de son retour, dans l'intimité du bureau mal éclairé, il me fit part de son projet macabre. Il avait découvert en Haïti une drogue dont il m'exposerait plus tard la formule, qui provoquait un éclat de profond sommeil chez quiconque l'absorbait, une catalepsie si complète que la mort était imitée de très près, tout réflexe musculaire, y compris la respiration et les battements de cœur, étant momentanément annihilés. Andrews affirmait en avoir vu plusieurs fois la démonstration sur des indigènes. Certains d'entre eux restaient somnolents plusieurs jours de suite, complètement immobiles, et en apparence aussi morts qu'on pouvait l'être. Cet état d'animation suspendue, expliqua-t-il encore,
tromperait le médecin le plus minutieux dans son examen. Lui-même, d'après toutes les lois connues, serait dans le devoir de déclarer décédé un homme sous l'influence d'une telle drogue. Il ajouta que le corps du patient présentait l'apparence exacte d'un cadavre. Une certaine rigidité cadavérique apparaissait même dans les cas prolongés. Au début, son intention ne m'apparut pas dans toute sa clarté, mais lorsque ces mots se furent revêtus de tout leur sens, je fus saisi d'une faiblesse nauséeuse. Pourtant, d'un autre côté, j'étais soulagé, car cela représentait au moins un moyen d'échapper à ma malédiction, au bannissement et à la dégradation qu'entraîne ordinairement une mort par la lèpre. En quelques mots, son plan consistait à m'administrer une forte dose de la drogue en question et d'alerter les autorités locales qui, sans délai, me déclareraient décédé, puis veilleraient à ce que je fusse enterré dans les plus brefs délais. Il était certain que leur examen hâtif ne permettrait pas la découverte de mes symptômes de lèpre, qui en réalité n'étaient qu'à peine apparus. Un peu plus de 15 mois seulement s'étaient écoulés depuis que j'avais attrapé la maladie, alors que celle-ci met 7 ans à détruire sa victime. Ensuite, disait-il, viendrait ma résurrection. Après mon enterrement dans le cimetière de famille, auprès de ma demeure séculaire et à seulement quelques centaines de yards de son propre domaine ancestral, les mesures appropriées seraient prises. Une fois ma succession réglée et la nouvelle de mon décès suffisamment répandue, il ouvrirait la tombe en secret et me ramènerait à son domicile, toujours en vie et aucunement endommagé par mon aventure. Ce plan paraissait macabre et périlleux, mais il m'offrait mon seul espoir d'une liberté même partielle. Aussi acceptai-je sa proposition, mais non sans une myriade de doutes. Et si l'effet de la drogue cessait pendant que j'étais dans la tombe, et si le médecin légiste découvrait l'affreuse ruse et refusait de m'inhumer, voilà les hideuses questions qui, parmi d'autres, m'assaillirent avant l'expérience. Bien que la mort eût été la fin de ma malédiction, je la craignais plus encore que le fléau jaune. Je la craignais même alors que je voyais constamment les ailes noires planer au-dessus de moi. J'eus la chance de me voir épargner l'horreur d'assister à mes propres funérailles et au rite de mon enterrement. Ils durent cependant se passer exactement comme Andrews l'avait prévu, jusqu'à l'exhumation elle-même, car, après l'absorption du poison haïtien, je sombrai dans un état semi-paralytique, puis dans un profond sommeil noir comme la nuit. La drogue m'avait été administrée dans ma chambre, et Andrews m'avait dit avant de me la donner qu'il recommanderait au médecin légiste un diagnostic d'arrêt cardiaque dû à un excès de tension nerveuse. Bien entendu, Andrews veilla à ce que je ne fusse pas embaumé, et toute l'affaire, jusqu'à mon transfert en secret du cimetière au manoir des Crépy, couvrit une période de 3 jours. Ayant été enterré en fin d'après-midi le 3e jour, mon corps fut récupéré par Andrews la nuit même. Il avait replacé la terre fraîchement retournée exactement comme l'avaient laissé les fossoyeurs. Le vieux Sims, ayant juré le secret, avait aidé Andrews dans sa tâche macabre. J'avais ensuite passé 1 semaine dans mon vieux lit familier. Par suite d'un effet inexpliqué de la drogue, tout mon corps était paralysé et je ne pouvais que bouger la tête imperceptiblement. Tous mes esprits, cependant, étaient en éveil et au bout d'une 2e semaine, je pus m'alimenter normalement. Andrews m'expliqua qu'il avait réanimé en premier la moitié supérieure de mon corps et ne pouvait expliquer cette paralysie complète. Toutefois, ma condition
ne semblait pas l'inquiéter outre mesure, car il faisait preuve depuis le début d'un intérêt diaboliquement vif pour mes réactions et mes réflexes. Il m'arrivait souvent, au cours de silence dans notre conversation, de surprendre un étrange éclat dans son regard fixé sur moi, un éclair d'exultation victorieuse que, chose étrange, il n'exprimait jamais tout haut, non qu'il ne semblât très heureux de la victoire que j'avais remportée sur la mort. Cependant, il y avait toujours cette horreur à laquelle je devais faire face dans moins de 6 ans et qui ajoutait à ma détresse et à ma mélancolie durant les longs jours passés à attendre le retour à la normale de mes facultés physiques. Mais je serai bientôt sur pied, m'assurait-il, avant longtemps, pour jouir d'une existence que peu d'hommes avaient jamais connue. Ces mots, cependant, ne devaient prendre leur sens véritable et effroyable que quelques jours plus tard. Au cours de cette affreuse période de prostration, Andrews et moi devînmes presque des étrangers l'un pour l'autre. Il me traitait à présent moins comme un ami que comme un instrument sous ses doigts habiles et avides. Je découvrais en lui des traits de caractère inattendus, de petites pointes de bassesse et de cruauté, apparentes même pour Sims, pourtant endurcies, qui me préoccupaient de manière plus qu'inhabituelle. Il faisait souvent preuve d'une extraordinaire cruauté envers les animaux vivants de son laboratoire, car il travaillait constamment à divers projets secrets de transplantation glandulaire et musculaire sur des cobayes et des lapins. Il employait aussi sa nouvelle potion somnifère dans de curieuses expériences d'animation suspendue. Mais de ces choses, il me parlait très peu, bien que Sims laissa souvent échapper de petites remarques qui m'éclairaient quelque peu sur ses activités. Je n'étais pas certain de ce que savait le vieux serviteur, mais il en avait certainement beaucoup appris au contact constant à la fois d'Andrews et de moi-même. Avec le temps, une sensibilité se mit à envahir mon corps, lentement mais sûrement, et les symptômes de réanimation suscitèrent chez Andrews un intérêt fanatique pour mon cas. Il semblait toujours plus froidement analytique que compatissant envers moi, prenant mon pouls et m'auscultant avec un zèle plus qu'ordinaire. Parfois, au cours de ces examens fébriles, je voyais ses mains trembler légèrement, chose peu commune chez un chirurgien de son talent, mais il ne semblait pas conscient de mon regard. Jamais il ne m'était permis de voir mon corps, ne fût-ce qu'un instant, mais avec le faible retour du sens du toucher, j'étais conscient d'une masse et d'une pesanteur qui au début me parurent gênantes et peu familières. Peu à peu, je recouvrais l'usage de mes mains et de mes bras, et avec la disparition de la paralysie vint une nouvelle et terrible sensation d'aliénation physique. Mes membres avaient du mal à suivre les ordres de mon esprit, et chacun de mes gestes était saccadé et incertain. Si maladroites étaient mes mains qu'il me fallut m'y réhabituer complètement. Cela devait, pensais-je, être dû à ma maladie et à son développement dans mon corps. Ne connaissant pas la manière dont les premiers symptômes affectaient la victime, le cas de mon frère ayant été beaucoup plus avancé, je n'avais aucun moyen d'en juger, et, comme Andrews évitait le sujet, je jugeais plus sage de garder le silence. Un jour, je demandai à Andrews, que je ne considérais plus comme un ami, si je pouvais essayer de changer de position et de m'asseoir dans le lit. Il s'y opposa d'abord avec force, mais ensuite, après m'avoir recommandé de bien garder les couvertures jusqu'au cou pour ne pas risquer d'attraper froid, il m'y autorisa.
Cette précaution me parut étrange, car la température était assez douce. Maintenant que la fin de l'automne faisait place à l'hiver, la pièce était toujours bien chauffée. Une fraîcheur grandissante la nuit et un coin de ciel plombé, parfois entreaperçu par la fenêtre, m'avaient appris le changement de saison, car aucun calendrier n'ornait jamais les murs branlants. Avec l'aide délicate de Sims, je parvins à m'asseoir, tandis qu'Andrews m'observait froidement de la porte du laboratoire. Mon succès amena un lent sourire sur ses traits grimaçants, et il se tourna pour disparaître dans l'embrasure sombre. Son humeur ne faisait rien pour améliorer mon état. Le vieux Sims, d'ordinaire si ponctuel et attentif, était à présent souvent en retard pour s'occuper de moi, me laissant parfois seul plusieurs heures de suite. Ce terrible sentiment d'aliénation fut accentué par mon nouvel état. Il me semblait que les bras et les jambes sous ma chemise étaient presque incapables de suivre les ordres de mon esprit, et tout effort prolongé pour me mouvoir m'épuisait mentalement. Mes doigts, désespérément gourds, étaient totalement étrangers à mon sens intérieur du toucher, et je me demandais obscurément si je devais subir le restant de mes jours la malédiction d'une maladresse causée par ma terrifiante maladie. Ce fut le soir qui suivit ma semi-guérison que les rêves apparurent. Ils me tourmentaient non seulement la nuit, mais aussi le jour. Je me réveillais, hurlant affreusement, de quelque horrible cauchemar auquel je n'osais penser en dehors du royaume du sommeil. Ces rêves consistaient surtout en visions macabres, des cimetières la nuit, des cadavres ambulants et des âmes perdues dans un chaos d'ombre et de lumière aveuglante. C'est leur sinistre réalité qui me perturbait le plus. Il semblait que quelque influence intérieure me suggérât ces monstrueuses images de tombes sous la lune et d'interminables catacombes de morts sans repos. Je ne parvenais pas à en situer la source, et au bout d'une semaine, j'étais complètement enfiévré de pensées abominables qui semblaient s'imposer de force à ma conscience. C'est alors qu'un plan commença à germer dans mon esprit, par lequel je pourrais échapper à l'enfer où j'avais été précipité. Andrews se préoccupait de moins en moins de moi, ne semblant absorbé que par mes progrès et le retour dans mon corps de réaction musculaire normale. Je devenais chaque jour plus convaincu que des actes infâmes étaient perpétrés dans le laboratoire contigu. Les cris des animaux étaient atroces et minaient affreusement mes nerfs épuisés. Et je commençais peu à peu à penser qu'Andrews ne m'avait pas sauvé de l'exil dans mon seul intérêt, mais pour quelque raison personnelle et maléfique. Les attentions de Sims se faisaient de plus en plus rares, et j'étais convaincu que le vieux serviteur jouait quelque rôle obscur dans un plan satanique. Andrews ne me considérait plus comme un ami, mais comme un sujet expérimental, et je n'aimais pas du tout la façon dont il jouait avec son scalpel lorsqu'il se tenait dans l'embrasure de la porte et me fixait d'un regard scrutateur et cauteleux. Je n'avais jamais vu une telle transformation s'opérer sur un homme. Ses traits, d'ordinaire très beaux, étaient à présent marqués et barbus, et ses yeux brillaient comme si quelque suppôt de Satan eût regardé à travers eux. Son regard fixe, froid et calculateur, me donnait d'horribles frissons et me déterminait plus que jamais à me libérer de son emprise au plus vite.
J'avais perdu la notion du temps au cours de mon orgie de cauchemars et n'avais aucun moyen de savoir à quel rythme les jours passaient. Les rideaux étaient souvent tirés pendant la journée, la pièce étant éclairée par des cylindres de cire fichés dans le grand chandelier. C'était un cauchemar éveillé d'horreur et d'irréalité. Cependant, au milieu de tout cela, je trouvais des forces peu à peu. Je prenais toujours des précautions pour répondre aux questions d'Andrews sur le retour de mon contrôle physique, le laissant ignorer qu'une vie nouvelle vibrait en moi, plus grande chaque jour, une force vraiment étrange, mais sur laquelle je comptais pour mener à bien mon projet. Enfin, par un soir frais où les bougies avaient été éteintes et où un pâle rayon de lune tombait à travers les rideaux sombres sur mon lit, je décidai de me lever et d'accomplir mon plan d'action. Mais Joliet ne s'était pas manifesté depuis plusieurs heures, et j'étais certain que tous deux dormaient dans les chambres contiguës. Déplaçant avec précaution ma masse encombrante, je m'assis, puis me glissai prudemment hors du lit, au sol. Un vertige me saisit un instant, et une vague de faiblesse m'envahit tout entier. Mais la force finit par me revenir, et en m'agrippant à une colonne de lit, je parvins à me mettre debout pour la première fois depuis des mois. Peu à peu, une nouvelle force se répandit en moi, et j'enfilai la robe de chambre noire que j'avais vue sur une chaise. Elle était très longue, mais servait de manteau sur une chemise de nuit. De nouveau, j'eus cette impression effrayante d'un manque de familiarité que j'avais ressenti au lit. À ce sentiment d'aliénation s'ajoutait une grande difficulté à faire fonctionner mes membres comme il le devait. Mais je devais me hâter avant que mes forces vacillantes ne me fissent défaut. En dernière précaution vestimentaire, j'enfilai de vieilles chaussures, mais bien que j'eusse juré qu'elles étaient à moi, elles semblaient anormalement grandes, et j'en conclus qu'elles devaient appartenir au vieux Sims. Ne voyant aucun autre objet lourd dans la pièce, je me saisis de l'énorme chandelier posé sur la table, sur lequel la lune brillait d'un pâle éclat, et me dirigeai subrepticement vers la porte du laboratoire. Mes premiers pas furent saccadés et difficiles, et dans la pénombre, il m'était impossible d'avancer très vite. Lorsque j'atteignis le pas de la porte, un regard dans la pièce suivante me révéla mon ancien ami assis dans un énorme fauteuil rembourré, avec, à côté de lui, un guéridon garni de bouteilles diverses et d'un verre. Il était à demi étendu dans la clarté lunaire qui traversait la grande fenêtre, et ses traits bouffis se fendaient d'un sourire figé par l'alcool. Il avait un livre ouvert sur les genoux, l'un des abominables volumes de sa collection privée. Un long moment, je couvais ce spectacle d'un regard triomphant, puis, m'avançant brusquement, j'abaissai l'arme massive sur son crâne sans protection. Le craquement sourd fut suivi d'un jaillissement de sang, et le démon s'affaissa sur le sol, la tête demi-ouverte. Je ne ressentis aucun remords à prendre la vie de cet homme d'une telle manière. Dans les spécimens hideux de sa sorcellerie chirurgicale, à demi visibles et éparpillés dans la pièce, à divers degrés d'achèvement et de conservation, je voyais assez de preuves pour condamner son âme au feu éternel sans que mon aide fût nécessaire. Andrews était allé trop loin dans ses pratiques pour vivre plus longtemps,
et en tant que l'un de ces monstrueux spécimens, de cela, j'avais à présent l'insupportable certitude. Il était de mon devoir de le mettre hors d'état de nuire. Je me rendis compte que tout ne serait pas si facile pour Sims. En effet, seule une chance extraordinaire m'avait permis de trouver Andrews inconscient. Lorsque je parvins enfin à la porte de la chambre du serviteur, chancelant d'épuisement, je sus qu'il me faudrait tout ce qui me restait de force pour mettre fin à l'épreuve. La chambre du vieil homme était dans une obscurité complète, étant exposée au nord. Mais il dut me voir en silhouette dans l'embrasure de la porte comme j'entrais. Il poussa un hurlement rauque et je lançai le chandelier vers lui du pas de la porte. Le projectile heurta quelque chose de mou, faisant dans l'ombre un bruit fangeux, mais le hurlement continua. À partir de ce moment, les événements devinrent brumeux et confus, mais je me rappelle avoir lutté avec l'homme et fini par l'étouffer. Il balbutia une foule d'horreurs avant que je pusse mettre la main sur lui, puis demanda grâce en pleurant entre mes mains meurtrières. J'eus à peine conscience de ma propre force dans ce moment de folie qui laissa l'associé d'Andrews dans le même état que celui-ci. M'éloignant de la chambre obscure, je titubais jusqu'à la porte de l'escalier, m'écroulai presque en la franchissant, puis parvins, sans trop savoir comment, au rez-de-chaussée. Aucune lampe n'était allumée, et, pour seule lumière, quelques rayons de lune filtraient à travers les étroites fenêtres du couloir. Mais, à pas saccadés, je progressais sur les dalles froides et humides, chancelant de faiblesse après ce terrible effort, et atteignis enfin la porte d'entrée après des siècles de tâtonnements et de pas incertains dans l'obscurité. De vagues souvenirs et les ombres fantomatiques vinrent me hanter dans cet antique corridor, des ombres autrefois amies et compréhensibles, mais devenues à présent étrangères et méconnaissables, qui me firent dévaler les marches usées du perron en proie à un affolement au-delà de la peur. Un moment, j'hésitais dans l'ombre géante du manoir de pierre, le regard sur le sentier baigné de la lune qu'il me fallait emprunter pour atteindre la demeure de mes ancêtres, à moins d'un demi-mille de là. Mais le chemin me semblait long, et pendant quelques instants, je désespérais de jamais pouvoir le franchir. Enfin, je saisis un morceau de bois mort pour m'en servir de canne et m'engageai sur la route tortueuse. Devant moi, semblant à peine distant de quelques enjambées sous la lune, se dressait le vénérable manoir où mes ancêtres avaient vécu et étaient morts. Ses tourelles s'élevaient, spectrales dans la faible lumière miroitante, et l'ombre noire projetée sur le flanc de la colline arrondie semblait mouvante et mal assurée, comme celle d'un château de substance irréelle. Là se dressait le monument d'un demi-siècle, un havre pour toute la famille, de l'ancienne à la nouvelle génération que j'avais désertée depuis longtemps pour partager la demeure du fanatique Andrews. Il était désert en cette nuit fatidique, et j'espère qu'il le restera toujours. D'une manière ou d'une autre, je parvins jusqu'à ce lieu ancestral, bien que je n'ai pas le moindre souvenir de la deuxième moitié du trajet. Il me suffisait d'être auprès du cimetière de famille où, parmi les pierres moussues qui s'effritaient, je chercherais l'oubli que j'avais désiré. Comme je m'en approchais sous le rayon de lune,
L'ancienne familiarité du lieu, si absente durant l'existence anormale que j'avais menée dernièrement, revint me harceler d'une manière tout à fait inattendue. Je m'avançai vers ma propre pierre tombale, et l'impression d'un retour au bercail s'amplifia. En même temps, je fus assailli de nouveau par cet horrible sentiment d'aliénation et de désincarnation que je connaissais si bien. J'étais heureux que la fin fût proche, et je ne pris le temps d'analyser mes émotions qu'un peu plus tard, lorsque toute l'horreur de ma situation m'eut soudain frappé. Intuitivement, je reconnus ma propre pierre tombale, car l'herbe avait à peine commencé à pousser entre les mottes de terre. Avec une hâte fébrile, je me mis à gratter le monticule, puis à m'attaquer à la terre humide après en avoir ôté l'herbe et les racines. Combien de temps je m'acharnai sur cette terre grasse avant que mes doigts ne rencontrassent le couvercle du cercueil, je ne saurais jamais le dire, mais la sueur m'inondait et mes ongles n'étaient plus que des crochets inutiles et sanglants. Enfin, je rejetai la dernière poignée de terre et, de mes doigts tremblants, tirai le lourd couvercle. Il céda un tout petit peu, et je m'apprêtais à le soulever complètement lorsqu'une odeur fétide et nauséabonde assaillit mes narines. Je me redressai d'un sursaut, horrifié. Quelque idiot avait-il placé ma pierre tombale sur la mauvaise tombe, me faisant déterrer à un autre corps, car on ne pouvait vraiment pas se tromper sur cette affreuse puanteur. Peu à peu, une hideuse incertitude m'envahit et je m'extirpai de la fosse. Un regard sur l'inscription encore fraîche me suffit. C'était bien ma propre tombe, mais quel insensé y avait enterré un autre cadavre. Soudain, une parcelle de l'innommable vérité s'imposa à mon cerveau. L'odeur, malgré sa putrescence, semblait en quelque sorte familière, horriblement familière. Pourtant, ma raison ne pouvait accepter pareille idée. Chancelant et jurant, je me laissai de nouveau tomber dans la cavité obscure et, à la lueur d'une allumette hâtivement frottée, soulevai complètement le couvercle. Alors, la lumière s'éteignit, comme étouffée par une main démoniaque, et je me ruai à coups de griffes hors de cette fosse maudite, hurlant, fou de terreur, le cœur soulevé. Lorsque je repris conscience, j'étais étendu devant la porte de mon manoir ancestral, où j'avais dû me traîner après le hideux rendez-vous du cimetière familial. Je m'aperçus que l'aube était proche, et me relevai avec peine, ouvrant devant moi l'antique portail et pénétrant un lieu qui n'avait pas connu de pas humain depuis plus de 10 ans. La fièvre ravageait mon corps affaibli, et j'arrivais à peine à me tenir debout, mais j'avançais lentement, traversant les pièces moisies faiblement éclairées, et, titubant, entrai dans mon propre bureau, le bureau que j'avais déserté depuis tant d'années. Lorsque le soleil se sera levé, j'irai jusqu'à l'antique puits sous le vieux saule près du cimetière, et j'y précipiterai ma carcasse défigurée. Aucun autre homme ne verra jamais ce blasphème qui a survécu à la vie plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je ne sais pas ce que diront les gens quand ils verront ma tombe violée, mais je ne m'en soucierai pas si je puis trouver l'oubli de ce que j'ai vu parmi les pierres croulantes et moussues de ce lieu abhorré. Je sais à présent pourquoi Andrews était si secret quant à ses actions, si infernalement possesseur et triomphant après ma mort artificielle. Il avait toujours voulu faire de moi un spécimen
de sa plus grande victoire chirurgicale, son chef-d'œuvre de sorcellerie impure, un exemple d'art perverti que lui seul ne verrait jamais. Où Andrews se procura cet autre avec lequel j'avais végété, maudit, dans sa demeure décrépite? Je ne le saurai probablement jamais, et je crains qu'il n'ait été ramené d'Haïti avec son médicament démoniaque. Toujours est-il que ses longs bras poilus et ses horribles jambes courtes me sont étrangers. Étrangers à toutes les lois naturelles et sensées de l'humanité. La pensée que je serais torturé par cet autre durant le reste de ma brève existence est un autre enfer. À présent, je ne puis que pleurer ce qui fut mien, ce que tout homme béni de Dieu devrait avoir à sa mort, ce que j'ai vu dans le vieux cimetière au moment effroyable où j'ai soulevé le couvercle du cercueil, mon propre corps, ratatiné, décomposé et décapité. Démons et merveilles, Michael Dargerie. Le bateau blanc. Je suis Basil Elton, le gardien du phare de North Point, que mon père et mon grand-père ont gardé avant moi. C'est un phare gris, s'élevant assez loin du rivage sur des rochers gluants qui se découvrent seulement à marée basse. Pendant un siècle, les nefs majestueuses des 7 mers ont fièrement passé devant lui. À l'époque de mon grand-père, elles étaient fort nombreuses, mais du temps de mon père, elles l'étaient déjà beaucoup moins. À présent, elles sont si rares que je me sens parfois étrangement seul, comme si j'étais le dernier homme de la planète. Ces anciens navires aux voiles blanches arrivaient des côtes lointaines où brille le chaud soleil et où de douces odeurs flottent sur d'étranges jardins et des temples colorés. Les vieux capitaines venaient souvent voir mon grand-père pour lui parler de ces choses qu'il raconta à mon père et que mon père me racontait pendant les longues soirées d'automne quand le vent venu de l'Est hurlait férocement. Et sur ces choses, et sur beaucoup d'autres, j'ai lu des livres que les hommes m'ont donnés quand j'étais jeune et plein de curiosité. Mais il y a bien plus magnifique encore que la science des hommes âgés, celle des livres. C'est la science secrète de l'océan bleu, vert, gris, blanc ou noir, calme, agité ou moutonneux. L'océan n'est jamais silencieux. Depuis toujours, je l'observe, je l'écoute et je le connais bien.
Au début, il me racontait seulement des histoires simples des plages calmes et des ports voisins, mais avec les années, il devint plus amical et parla d'autres sujets. De sujets plus étranges et plus lointains dans l'espace et le temps. Parfois, au crépuscule, les vapeurs grises de l'horizon se sont entr'ouvertes pour me faire découvrir ce qui se trouvait au-delà du monde réel. Et parfois, la nuit, les eaux profondes de la mer sont devenues claires et phosphorescentes pour me permettre d'apercevoir ce qu'il y avait dans leur profondeur. Et ces choses que j'ai regardées fréquemment m'ont donné la vision de ce qui a été et de ce qui sera, comme de ce qui est, car l'océan est plus ancien que les montagnes et chargé des souvenirs et des rêves du temps. C'est du sud que le bateau blanc avait coutume de venir, quand la lune était pleine et haute dans le ciel. C'est du sud qu'il arrivait glissant doucement et silencieusement sur la mer. Et que la mer fût agitée ou calme, que le vent fût favorable ou hostile, il voguait toujours, aussi régulièrement, toutes voiles déployées, ces longues rangées d'avirons souquant l'eau au même rythme. Une nuit, j'aperçus sur le pont un homme barbu et vêtu d'une longue tunique qui semblait me faire signe d'embarquer pour des rivages lointains et inconnus. Je le revis souvent ensuite, à la pleine lune, et il me faisait toujours signe. La nuit où je répondis à son appel, la lune brillait très vivement. Je traversai les flots jusqu'au bateau grâce à un pont formé de rayons lunaires. L'homme qui m'avait fait signe me souhaita la bienvenue dans une langue mélodieuse qu'il me semblait parfaitement connaître. Les heures qui suivirent furent emplies des chants des rameurs. Nous naviguions vers le sud mystérieux, guidés par la lueur dorée de la lune pleine et moelleuse. Et quand un jour rose se leva, j'aperçus le vert rivage de contrées éloignées, claires et belles, qui m'étaient inconnues. Des terrasses majestueuses, parsemées d'arbres, laissaient voir çà et là des toits blancs et brillants, et les colonnades de temples étranges qui s'élevaient au-dessus de la mer. Tandis que nous approchions de la rive verte, l'homme à la barbe me parla de cette contrée, le pays de Zar, où se trouvent réunis tous les rêves et toutes les pensées de beauté que les hommes ont une fois, puis oublient. Et quand je scrutais de nouveau les terrasses, je m'aperçus qu'il avait dit vrai, car parmi les spectacles qui s'offraient à moi, il y en avait beaucoup que j'avais déjà vus à travers les brumes, au-delà de l'horizon et dans les profondeurs phosphorescentes de l'océan. Il y avait aussi des formes et des fantaisies plus splendides que tout ce que j'avais vu auparavant. Les visions de jeunes poètes qui étaient morts avant que le monde pût apprendre ce qu'ils avaient vu et ce dont ils avaient rêvé. Mais nous n'abordâmes pas aux prairies vallonnées de Zar, car il est dit que celui qui y pose le pied ne retourne jamais plus dans son pays natal. Tandis que le bateau blanc s'éloignait sans bruit des terrasses et des temples de Zar, nous aperçûmes, au loin, à l'horizon, les tours d'une grande cité. L'homme à la barbe me dit « C'est Alarion,
La cité des 1000 merveilles. C'est là que se trouvent tous les mystères que l'homme a vainement essayé de percer. Quand nous fûmes plus proches, je vis que cette cité était plus grande que toutes celles que j'avais rêvées auparavant. Les tours de ces temples pénétraient le ciel et l'on ne pouvait apercevoir leur sommet. Loin derrière l'horizon s'étendaient de sévères murs gris par-dessus lesquels on ne pouvait apercevoir que quelques toits, étranges et inquiétants, mais décorés de riches frises et de belles sculptures. Je mourais du désir d'entrer dans cette cité à la fois fascinante et repoussante, et suppliais l'homme à la barbe de me débarquer sur la jetée près de l'énorme porte sculptée, Acariel. Mais il refusa, en me disant avec douceur: « Nombreux sont ceux qui sont entrés dans Talarion, la cité des 1000 merveilles, mais aucun n'en est jamais revenu, car là ne vivent que des démons insensés qui ont été des hommes, et les rues sont blanches des ossements de ceux qui ont élevé leur regard sur la déesse Lati, souveraine de la ville. » Le bateau blanc passa donc devant les murs de Talarion et suivit pendant plusieurs jours un oiseau qui volait en direction du sud et dont le plumage brillant avait la couleur du ciel. Puis, nous arrivâmes sur une aimable côte égayée de buissons fleuris de toutes nuances, et où, à perte de vue, on ne voyait que des bocages charmants et des arbres radieux dans un soleil à son zénith. De bosquets qui se trouvaient hors de notre vue, nous parvenaient des bribes de chants et de douces mélodies harmonieuses, interrompues de rires si délicieux que, impatient, je pressais les rameurs d'aller plus vite. L'homme à la barbe ne dit pas un mot, mais m'observa, tandis que nous approchions du rivage bordé de lys. Soudain, le vent soufflant par-dessus les prairies fleuries et les bois feuillus apporta une odeur qui me fit frémir. Le vent s'amplifia, et l'air fut rempli de l'odeur fétide et charnelle des villes frappées par la peste et des cimetières mis à nu. Tandis que nous nous éloignions rapidement de cette côte damnée, l'homme à la barbe parla enfin et me dit: « Ceci est Xura, le pays des plaisirs inaccessibles. » Une fois de plus, le bateau blanc suivit l'oiseau du ciel sur des mers chaudes caressées par des brises légères et aromatiques. Jour après jour, nuit après nuit, nous continuâmes à voguer, et quand la lune était pleine, nous écoutions les chants des rameurs, mélodieux, comme cette nuit lointaine où nous avions quitté mon pays natal. Par un beau clair de lune, nous jetâmes l'ancre dans le port de Sonanil, gardé par des promontoires de cristal jumeaux qui s'élèvent de la mer et se rejoignent pour former une arche resplendissante. C'est le pays de l'imagination. Nous parvînmes au rivage verdoyant, sur un pont doré formé par des rayons de lune. Au pays de Sonanil, il n'y a ni temps, ni espace, ni souffrance, ni mort, et je restai là pendant plusieurs éternités. Les bocages et les prairies sont verts, les fleurs éclatantes et parfumées, les rivières bleues et musicales,
les fontaines claires et fraîches. Splendides et majestueux sont les temples, les palais et les cités de Sonanil. Cette contrée n'a pas de limite, car après chaque spectacle de beauté apparaît un autre encore plus beau. Dans la campagne et la splendeur des villes, le peuple heureux vit à sa guise. Tous ses habitants sont doués d'une grâce inaltérable et jouissent d'un bonheur sans nuage. Pendant les éternités que je passais là, je me promenais avec ravissement dans les jardins où des pagodes biscornues se laissent entrevoir à travers des bouquets d'arbustes, où les blanches allées sont bordées de délicats buissons de fleurs. Je gravis des collines du haut desquelles je pouvais contempler des panoramas d'un charme exquis, où des villes surmontées de clochers se nichent au creux des vallées verdoyantes, et où les dômes dorés de cités gigantesques miroitent sur l'horizon infini. Et je contemplais au clair de lune la mer scintillante, les promontoires de cristal et le port tranquille où le bateau blanc était ancré. Ce fut encore par une nuit où la lune était pleine, au cours de l'année immémoriale de Tarpe, que j'aperçus la silhouette de l'oiseau céleste. Il me faisait signe, et je fus pris du désir de repartir. Alors, je parlai à l'homme à la barbe et lui confiai mon envie d'aller rendre visite à la lointaine Cathurie, qu'aucun homme n'a vue, mais que l'on croit être située au-delà des colonnes de basalte de l'Ouest. C'est le pays de l'espérance, et là brillent de tout leur éclat les représentations idéales de ce que nous connaissons ailleurs, du moins le pense-t-on. Mais l'homme à la barbe me dit: prends garde aux mers périlleuses où, croit-on, Cathurie se trouve. À Sonanil n'existe ni la douleur ni la mort, mais qui peut dire ce qui se trouve au-delà des colonnes de basalte de l'Ouest? Le mois suivant, j'embarquai sur le bateau blanc et je quittai ce paisible port en compagnie du vieil homme. L'oiseau du ciel qui nous précédait nous mena jusqu'aux colonnes de basalte de l'Ouest. Mais cette fois-ci, les rameurs n'entonnèrent pas leur doux chant sous la lune. Je rêvais souvent au pays inconnu de Cathurie, à ses bosquets, à ses splendides palais, et je me demandais quel plaisir nouveau m'attendait. Cathurie, me répétais-je, est la demeure des dieux et le pays des cités d'or innombrables. Les forêts sont de sandal et d'aloès, comme les bosquets parfumés de Camorin, et dans les arbres, les oiseaux colorés gazouillent joyeusement. Sur les montagnes vertes et fleuries s'élèvent des temples de marbre rose, richement sculptés, et dans leurs cours se trouvent des fontaines d'argent où jaillissent avec une musique exquise les eaux parfumées qui descendent des sources de la rivière Nargue. Et les cités de Cathurie sont ceintes de murailles d'or, et leurs rues sont aussi pavées d'or. Dans les jardins de ces cités poussent d'étranges orchidées, et on y trouve des lacs parfumés dont les lits sont de corail et d'ambre. La nuit, les rues et les jardins sont éclairés par des lanternes joyeuses façonnées dans les carapaces à 3 couleurs des tortues, et l'on entend les douces notes d'un chanteur et d'un joueur de luth.
et toutes les maisons de Cathurie sont des palais, chacune étant construite sur un canal odorant où coulent les eaux sacrées du fleuve Nargue. Les maisons sont de marbre et de porphyre. Leurs toits sont d'un or brillant qui reflète les rayons du soleil et rehausse la splendeur des cités, tandis que les dieux pacifiques les contemplent du sommet de pics éloignés. Plus magnifique que les autres est le palais du grand monarque d'Orieb, dont certains disent qu'il est un demi-dieu et d'autres un dieu. Les hauts murs de son palais sont surmontés d'une multitude de tourelles de marbre. Dans ces vastes vestibules, de grandes foules se rassemblent, et c'est là que sont accrochés les trophées des siècles. Et le toit est d'or pur, posé sur de hauts piliers de rubis et de lapis-lazulis. Et le sol du palais est de verre, sous lequel coulent les eaux illuminées de la rivière Nargue, où nagent des poissons multicolores inconnus en dehors de l'exquise Cathurie. C'est ainsi que je me représentais Cathurie. Mais l'homme à la barbe m'enjoignait de toujours faire demi-tour et de retourner au rivage heureux de Sonanil, car Sonanil est connu des hommes, tandis que nul n'a jamais vu Cathurie. Et au 31e jour de notre voyage derrière l'oiseau, nous aperçûmes les colonnes de basalte de l'ouest. Elles étaient enveloppées de brouillard pour que personne ne pût voir au-delà d'elles ou apercevoir leur sommet dont on dit qu'il pénètre les cieux. Et l'homme à la barbe me supplia de nouveau de faire demi-tour. Mais je ne l'écoutais pas, car au-delà du brouillard qui entourait les colonnes, je croyais entendre les notes des chanteurs et des joueurs de luth célébrant mes louanges, moi qui avais voyagé si loin de la pleine lune et qui avais vécu au pays de l'imagination. C'est au son de cette mélodie que le bateau blanc s'enfonça dans la brume entre les colonnes de basalte de l'ouest. Et lorsque la musique s'arrêta, que le brouillard se leva, ce ne fut pas le pays de Cathurie que nous aperçûmes, mais une mer agitée et indomptable qui entraîna notre esquif sans défense vers un lieu inconnu. Bientôt, nos oreilles perçurent le grondement éloigné de chutes d'eau, et nous distinguâmes sur l'horizon lointain le jaillissement titanesque d'une cataracte monstrueuse où tous les océans du monde aboutissent pour tomber dans le néant abyssal. Alors, l'homme à la barbe me dit, tandis que les pleurs coulaient sur ses joues, « Nous avons abandonné le merveilleux pays, et nous ne le reverrons plus jamais. Les dieux sont plus grands que les hommes, et ils ont gagné. » Et je fermai les yeux avant le choc qui, je le savais, allait se produire, fuyant la vue de l'oiseau céleste qui agitait ses ailes bleues d'un air moqueur. Après le choc vint l'obscurité, et j'entendis les hurlements d'hommes et de choses qui n'étaient pas humaines. Venus de l'est, des vents soufflèrent en tempête et me glacèrent jusqu'aux os, tandis que j'étais tapi sur la pierre humide qui avait surgi sous mes pieds. Puis, entendant un autre choc, j'ouvris les yeux, et je me retrouvai sur le socle du phare d'où j'étais parti il y a des éternités. Dans l'obscurité qui s'étendait sous moi, on pouvait distinguer les contours imprécis d'un grand vaisseau qui s'écrasait sur les rochers cruels, et quand je regardai au-delà, je vis que,
pour la première fois depuis que mon grand-père avait assumé ses fonctions, la lumière s'était éteinte. Et plus tard dans la nuit, quand j'entrais dans la tour, je vis sur le mur un calendrier qui était resté exactement comme je l'avais laissé le jour où j'étais parti. À l'aube, je descendis de la tour et je cherchais les traces du naufrage sur les rochers. Mais tout ce que je trouvais, ce fut un étrange oiseau mort, dont la couleur était aussi bleue que le ciel, et une rame brisée d'une blancheur plus éclatante que l'écume des vagues ou la neige des sommets. Et depuis ce jour-là, l'océan a cessé de me raconter ses secrets. Et si, depuis, la lune a brillé maintes fois, haute et pleine au firmament, le bateau blanc venu du sud n'est plus jamais revenu. Certains seront surpris d'apprendre que Howard Phillips Lovecraft a écrit de très nombreux poèmes. Il est beaucoup plus connu pour ses nouvelles, mais son œuvre, étant de nature essentiellement onirique, un thème qui se mêle merveilleusement à l'écriture poétique, il n'est pas surprenant que son art ait atteint là des sommets. Je vous ai raconté successivement la nouvelle Le Déterré, écrite en collaboration avec Duane W. Rimmel en 1935 et publiée en 1937, puis Le Bateau Blanc, 1919. Je vous invite à poursuivre une activité normale après ce voyage dans une toute petite partie de l'univers de Lovecraft. À bientôt.